Merci Salim Orseni aussi, c'est vraiment une excellente idée qu'il a eue là et ça a l'air de vraiment bien fonctionner correctement. Donc là, je voulais justement terminer toute cette séance par les maladies endocriniennes en période de Covid-19. Donc, pour ce qui est des maladies endocriniennes, on sait très bien que le système immunitaire et le système neuro-endocrinien sont vraiment en interrelation entre eux. Et donc, il est vraiment intéressant de se poser la question, est-ce qu'il y aura un problème pour l'infection par le virus? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que bien sûr, on manque vraiment beaucoup de données en fait en matière de conséquences virales sur les maladies endocriniennes. Donc là, ce que je vais vous présenter, c'est les quelques études qui ont été réalisées. Pour ce qui est donc du risque d'infection par Covid-19 et la gravité de l'infection et ses conséquences sur le système neuro-endocrinien, vous allez voir qu'en fait, c'est très variable selon la glande et le type d'anomalie qui existe déjà au départ. Alors, commençons par la thyroïde. Eh bien, est-ce qu'il y a un effet du virus sur la fonction thyroïdienne déjà? En fait, on a des notions sur le SARS-CoV, qui est quand même un virus qui est très proche du Covid-19. Et dans la littérature, on a décrit des cas de thyroïdite, en fait, avec une baisse des hormones thyroïdiennes chez des patients qui par la suite sont décédés et lorsqu'ils ont été autopsiés, il a été démontré donc une modification architecturale de la thyroïde avec une apoptose des cellules folliculaires et parafolliculaires. Donc effectivement, il y avait une thyroïdite avec le SARS-CoV qui a entraîné cette hypothyroïdie. Et bon, malheureusement, évidemment, avec le Covid-19, pour l'instant, on n'a pas trop d'idées. Apparemment, pour le moment, on n'a pas, selon la littérature, de changement des niveaux des hormones thyroïdiennes en cas d'infection par le Covid-19. Alors, pour les patients qui maintenant sont déjà porteurs de pathologies thyroïdiennes, qu'est-ce qui leur arrive? Pour ce qui est de la thyroïdite de Hashimoto, a priori, le risque d'infection par le virus est la même que la population générale. De même pour les patients qui sont porteurs de maladies de base d'eau, même si ils sont sous antithyroïdiens de synthèse. Pour ce qui est de l'hypothyroïdie, bien entendu, si elle est bien équilibrée et que la personne prend son traitement hormonal substitutif correctement, techniquement, ils ne sont plus en hypothyroïdie. Donc, on ne peut pas considérer que ces patients-là sont à risque. Par contre, ce qui est retenu dans la littérature, donc au niveau du Covid-19, c'est les rares patients, quand même, heureusement, qui ont des cancers thyroïdiens agressifs, avec notamment des métastases diffuses, surtout au niveau du poumon, ou qui sont en train de prendre un traitement oncologique spécifique, qui, là, peuvent être plus à risque, bien sûr, d'avoir des complications en cas d'infection par le Covid-19. L'hypophyse maintenant, donc est-ce que le virus a une action sur la fonction hypophysaire? En fait, là aussi, on se réfère toujours avec le SARS qui est, comme on l'a dit, très proche du Covid-19. Pour le SARS, donc, on a des études qui sont sorties qui ont montré l'existence en fait d'une hypophysie transitoire virale avec le SARS et qui a entraîné une insuffisance hypophysaire dans 39% des cas des malades, qui va s'améliorer petit à petit au bout d'un an en général. Et c'était une atteinte qui avait touché surtout le secteur hypothalamo-hypophyso-surrénalien. Une autre étude également un peu plus détaillée qui a montré qu'au niveau prolactine, FSH, LH et FSH et LH, donc il n'y avait pas de modification. Par contre, elle a noté une légère baisse de la TSH. Et pour ces patients qui ont été décédés, il y a eu aussi une autopsie et l'anapathe hypophysaire a également là aussi montré des cellules hypophysaires qui étaient intactes quand il s'agissait des cellules à prolactine, FSH et LH, alors que les cellules à ACTH, AGH et ATSH étaient endommagées avec un nombre réduit. Donc, a priori, le SARS avait un effet sélectif sur certaines cellules hypophysaires et pas d'autres. Alors évidemment, pour le Covid-19, on n'a encore pour l'instant aucune idée sur l'action de ce virus sur l'hypophyse.
Maintenant, pour les patients porteurs déjà de pathologie hypophysaire, alors bien sûr là, vous allez voir que c'est très différent d'une personne à l'autre, enfin d'une pathologie à l'autre. Tout d'abord, pour le syndrome de Cushing, qu'il soit iatrogène, hypophysaire ou surrénalien, on sait que chez ces patients-là, en fait, le risque d'infection est souvent élevé, plus élevé que dans la population générale. Et donc, ce sont des patients, a priori, qui seraient des patients donc, qui risquent d'être beaucoup plus infectés par le Covid-19. Évidemment, on manque de données pour conclure à cela. Pour ce qui est des autres adénomes hypophysaires sécrétants, comme le prolactinome ou l'acromégalie, ou les adénomes non sécrétants qui ne nécessitent aucun traitement, a priori, il n'y a pas de risque de sévérité, sauf s'il y a des comorbidités associées, notamment cardiovasculaires, par exemple, pour l'acromégalie. Alors, il y a eu quelques cas qui ont été décrits avec des patients qui avaient des adénomes hypophysaires qui ont dû être opérés par chirurgie transphénoïdale. Ces patients-là étaient totalement asymptomatiques, bien entendu, avant la chirurgie. Et malheureusement, donc, ils ont été testés Covid plus positif, donc après la chirurgie. Peut-être que probablement ils avaient en fait déjà le virus au niveau des zones nasopharyngées et que la chirurgie transphénoïdale, bien sûr, qui passe à travers toute cette région, éventuellement pourrait être capable de disséminer cette maladie. Donc, faites attention, les neurochirurgiens, de tester le Covid avant chirurgie transphénoïdale, même s'il n'y a pas de symptômes. Pour le diabète insipide, en cas d'infection, on sait très bien que c'est des personnes qui vont avoir des problèmes pour maintenir l'équilibre hydroélectrique et l'équilibre sodique. Et donc, c'est des patients, évidemment, qu'il va falloir vraiment bien gérer s'ils sont infectés. Alors, est-ce qu'il y a des risques d'hypophysite avec le virus? Et ça, on ne le sait pas. Est-ce qu'il y a des risques d'aggravation de l'hypophysite déjà présente lorsque la personne est infectée par le virus? Ça aussi, on se le demande. On peut le supposer éventuellement, comme pour le SARS. Alors, pour l'insuffisance corticotrope, qu'elle soit iatrogène, tumorale ou post-opératoire, bien sûr, ces patients-là sont des patients qui sont très fragiles. Même pour d'autres infections, on a toujours peur pour eux. Et on va voir donc en plus détaillé ce qui pourrait éventuellement nous embêter, nous, endocrinologues. Donc, je vais parler surtout de l'insuffisance surrénalienne périphérique parce qu'en fait, elle est encore plus sévère que l'atteinte corticotrope. Et donc là, pour ce qui est des insuffisances en cortisol, qu'ils soient périphériques ou centrales, on sait que ces patients-là ont une altération des neutrophiles et des cellules natural killers, ils ont des problèmes respiratoires, ils ont une difficulté d'adapter les doses substitutives de l'hydrocortisone, notamment en cas d'infection, avec un risque de décès, bien sûr. Il faut bien sûr que les médecins réanimateurs et tous ceux qui s'occupent des insuffisances urинaliennes en cas d'infection n'aient pas peur de passer à la voie intraveineuse sans hésiter, surtout s'il y a une insuffisance rénale aiguë ou bien sûr une intubation. Et alors là, j'adresse vraiment au nom de tous les endocrinologues tunisiens un grand signal d'alarme et de détresse pour nos patients insuffisants surrénaliens parce que l'hydrocortisone est en rupture en ce moment en Tunisie. Je trouve que c'est absolument pas possible parce que déjà en temps normal, c'est arrêter le traitement substitutif par l'hydrocortisone, c'est déjà un grand problème, mais là, en période d'infection, c'est vraiment ça. Il y va du pronostic vital de nos patients. Donc, s'il vous plaît, les responsables de la pharmacie centrale, faites tout pour assurer la disponibilité de cette hydrocortisone Péros par voie IV et il faut vraiment qu'elle redevienne disponible partout pour que nos patients ne puissent pas avoir de soucis particuliers en plus. Alors, les œstroprogestatifs maintenant, donc le sexe masculin a été décrit comme étant un facteur de risque pour l'apparition de l'infection dans différents pays et avec en fait la fréquence n'est pas toujours plus importante chez les hommes.
comme on va le voir sur le tableau ici, mais en réalité, souvent les hommes ont une gravité de la maladie beaucoup plus importante. Donc vous voyez que pour les pourcentages de hommes-femmes, c'est à peu près autour de 50-51%, donc pour l'Italie 59% d'hommes, mais par contre vous allez avoir partout dans tous les pays un taux de mortalité beaucoup plus important chez l'homme que chez la femme. En Tunisie, donc vous avez vu, vous êtes en train de voir le graphique. En fait, ça dépend des tranches d'âge, mais surtout, en fait, on a un taux de mortalité, nous aussi, beaucoup plus important pour l'homme que pour la femme. Alors, les explications possibles, bien sûr, il y a la génétique, et apparemment, le chromosome X a de nombreux gènes relatifs à l'immunité qui, chez la femme, étant en double, donc peut-être lui confère une immunité plus intéressante et plus adaptée. Il y a eu aussi le rôle de l'œstrogène. Des expériences sur la souris ont montré que l'œstrogène avait un rôle protecteur contre SARS-CoV-1 et MERS en diminuant la réponse inflammatoire. Et il y aurait peut-être aussi un effet du mode de vie, de l'état de santé des hommes, puisqu'ils sont plus souvent tabagiques, avec plus souvent des maladies pulmonaires et des maladies cardiovasculaires par rapport aux femmes. Alors, dans le cadre des mesures préventives de la maladie thromboembolique, dont on a parlé tout à l'heure, donc en matière d'infection à Covid+, il faut aussi faire attention à arrêter le traitement hormonal œstroprogestatif, qu'il soit en pilule contraceptive, le traitement hormonal substitutif ou tamoxifène chez tous les patients qui sont infectés par le Covid pour éviter justement un facteur de plus pour les maladies thromboemboliques. Alors, l'obésité, je vais passer rapidement puisque Dr Rochtel, avant moi, en a parlé longuement. Donc, bien sûr, retenez surtout que, en fait, l'obésité, surtout dans la population des jeunes, eh bien, est un grand facteur de risque. Et ça, c'est vraiment les papiers des États-Unis, donc qui sont en train de sortir actuellement, qui montrent donc tout ça. Donc, chez les jeunes, on pense que, en fait, quand ils sont obèses, ils vont avoir une alvéolite destructrice avec insuffisance respiratoire et décès beaucoup plus fréquents. Et avec l'existence, donc, à cause de l'obésité, de problèmes respiratoires déjà sous-jacents qui peuvent être de mauvais pronostics en cas d'infection à Covid-19, surtout en cas de syndrome d'apnée de sommeil sous-jacent, de dysfonctionnement du système tensioactif pulmonaire et d'un état d'inflammation chronique qui est évidemment fréquent chez tous les obèses et notamment les gros obèses. Alors, je parlerai aussi un peu du déficit en vitamine D qu'il faut absolument substituer. On sait très bien que la vitamine D permet d'améliorer l'immunité. Elle renforce aussi les jonctions serrées des cellules pulmonaires. Elle augmente l'expression de peptides à action antimicrobienne et antivirale. Et on a aussi des expériences chez le rat qui ont montré le bénéfice en fait de la vitamine D sur les fibroblastes et l'effet anti-inflammatoire sur la pneumopathie interstitielle. Et il y a même une étude italienne qui n'a pas encore été publiée qui suggère le possible rôle préventif thérapeutique de la vitamine D dans la gestion de la pandémie à Covid-19 avec des infusions de calcitriol en intraveineux. Alors, bon, je vais passer ça, c'est pas très important. Donc, par contre, voilà, je voudrais terminer en disant vraiment un cri d'alarme, si on veut, parce que là, je trouve qu'on est en train de nous occuper uniquement du Covid-19 et qu'on est en train de négliger toutes les autres pathologies. Et il faut vraiment faire attention à tout ça parce que je pense qu'après le pic du Covid-19, on va avoir un pic de toutes les maladies qu'on a négligées et là, vraiment, c'est très dommage. Je vous remercie. Merci.